Ce projet a été réalisé en partenariat avec les archives de la ville de Nantes et les EHPAD de la Madeleine et de la Cerisay. Il vise à retracer l'histoire du quartier des Ponts. Et plus largement l'histoire de vie de ses habitants. Des ponts, mon pauvre garçon, c'était que des îles. Il s'appelle le quartier des Ponts parce qu'il y avait beaucoup de ponts. C'était comme la Loire était divisée dans toutes les quartiers bas. Là, il y avait plein de bras de Loire qui ont été comblés juste après la dernière guerre. Alors il y avait des ponts partout. Et comme il y avait des ponts, il y avait beaucoup de courants d'air. Avant les années 1750, le quartier n'était qu'un ensemble de petites îles séparées par des petits cours d'eau appelés boires. Ces petites îles étaient reliées par une multitude de ponts, d'où le nom du quartier. Autrefois, il y avait des inondations, on passait sur des tréteaux parce qu'il y avait l'eau jusqu'aux genoux, si bien que, des tréteaux avec 2 planches, si bien que c'était un peu juste quand il fallait se croiser. Alors on était obligé de s'agripper à la personne qui passait, qui vous croisait. Quand on n'était pas à côté du mur, on avait peur de tomber dans le... Quand on n'a pas décidé de mettre un maillot. Le comblement de ces boires a été entrepris à partir de 1753 par l'ingénieur de Marine Magin. Il lance une vaste campagne de construction de digues entre les îles pour unifier l'archipel compris entre le bras de Firmil et de la Madeleine, et ainsi garantir un espace fluvial et navigable toute l'année. En effet, la Loire menace de s'ensabler et d'empêcher toute navigation. Le comblement ne s'est terminé qu'au milieu du XXe siècle. C'est sûr qu'il y avait une partie des Nantais qui n'était pas d'accord pour boucher l'herbe. Et dans l'autre partie de l'île, qui avait-il? Il y a 3 fois rien. Il n'y avait rien, c'est parce que j'en ai enlevé. Que de prairies sauvages, surtout dans ce qu'on appelle la deuxième ligne des ponts, ou par ce qui souhait, toute cette partie vers l'est de l'île, c'était sauvage. Ça appartenait à des Nantais, mais je sais qu'il y a un degré qui avait une partie d'île. Il y avait des grands prés qui allaient jusqu'au pont Jean-Vendée. Et à l'entrée de ces prés, il y avait une maison, il y avait une ferme, il y avait des vaches qui étaient dans les prés, qui vendaient le lait. Et le soir, les gens venaient avec leurs petits bidons chercher leur litre de lait. C'était des prés avec des vaches. Quand il y avait des inondations, qu'est-ce qu'on va faire des vaches? Hein, les femmes, les vaches. Les vaches, il faut bien pas les laisser les pieds dans l'eau. Les gens, ils portent des chaussures, mais eux, ils attrapent du mal. Alors, ils les mettaient sur ce qu'on appelait des plates. C'est-à-dire que c'est des bateaux plats qui ont un plancher tout grand. Les bêtes ont tapé dessus, pouf, sauté dans le truc. Cette partie-là était une prairie, mais plus basse que maintenant, parce que tous les ans, à peu près, elle était partiellement inondée. Et puis un beau jour, la municipalité s'est décidée quand même à rehausser le niveau. Et ça fait bien des suceuses hollandaises qui avaient la pratique, mais ça a été tellement puissante que le nid de la Loire a avancé et a créé des perturbations, notamment sur une arche de pont de Blois, où une arche s'est affaissée. Ah
moi ça m'a étonné, c'était de voir ces engins, c'était énorme, hein, les dragons hollandaises là, qui étaient là, ils crachaient jour et nuit. Alors, ils allaient larguer ça un peu près sur des chalands, qui ensuite, il faut compter qu'ils ont fait entre 4 et 5 mètres de surélévation de l'île, qui était complètement inondable avant. C'était un quartier ouvrier à l'époque. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Il y avait à la pointe de l'île, là maintenant, qui est devenue beaucoup plus jolie, eh bien c'était des usines. Des usines, mon père travaillait dans une usine comme ça, il était ajusteur. C'était vraiment un grand quartier ouvrier. Maintenant, il ne reste plus grand-chose de ça. Alors, dans le quartier, il y avait beaucoup de commerces, c'est vrai, tout le long de la rue, c'était des petits commerces. Et il y avait une usine où il y avait qu'on appelait Chiguilois, qui existe tout le temps. À ce moment-là, on faisait beaucoup de lessiveuses et de bassines. Et un certain jour, ils avaient le droit d'apporter pour les voisins et tout ça, des bassines. Et ici, où on est, nous, la maison de retraite, c'était un marchand de ferraille. Eh bien, avec mon mari, on avait une entreprise de récupération de métaux, de papier, de chiffons. On récupérait ça et on refaisait du neuf avec du vieux, quoi. J'étais la femme du patron. Et puis, qu'est-ce que je vous dirais encore? Je tenais la comptabilité. La vocation industrielle du site se délite progressivement. La fermeture des chantiers navals en 1987 en marque le coup d'arrêt. Au moment de la forte activité industrielle, le quartier des Ponts se structurait le long de l'axe marchand Grande-Biesse, Petite-Biesse et Vertet. C'était un quartier ouvrier, mixte, avec des magasins et des ateliers en rez-de-chaussée et des logements à l'étage. J'ai habité en Vertet de 1945 à 1960. Et j'habitais au-dessus du bureau de tabac, qui était au 35 rue de Vertet. Alors, il y avait plein de petits commerces. Il y avait à côté, il y avait une boucherie, il y avait une cave, il y avait une poissonnerie, il y avait tous les commerces qu'on avait besoin. Alors, pour commencer, il y avait une boulangerie. Après, il y avait une boucherie. Après, il y avait... Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Il y avait un café. Le café du Globe. Il y avait une mercerie, Primrose. Ben oui, il y avait des savonneries, c'était Biette. L'église du quartier des Ponts est inaugurée en 1844 afin de servir une population ouvrière employée dans les tanneries, raffineries ou industries textiles. Les bombardements de 1843 atteignent l'édifice qui doit être reconstruit. Entre-temps, le quartier des Ponts a changé. Il a dû faire face à l'arrivée massive de nouveaux habitants et a connu un fort développement de son activité industrielle. La nouvelle église doit être vaste, située plus au cœur du quartier et pouvoir accueillir jusqu'à 2400 fidèles. Un terrain est retenu boulevard Gustave Ranc. J'ai connu l'ancienne église qui a été bombardée, qui a été détruite à la suite du bombardement. Et elle était boulevard Babachevel, près de la place de la République, celle-ci. Et maintenant, on a une nouvelle église qui était boulevard Gustave Ranc, où tout le boulevard était de l'eau. Vous faisiez la fête quand vous étiez jeune? La Saint-Barthélemy qui est de l'autre côté de la Loire, très près de chez nous. Alors c'était l'époque où Nantes faisait des matchs héroïques. Ils étaient premiers, gagnaient. Et la ville était passionnée pour ça. C'était rien de bon, comme Marseille avec son équipe de foot, ou Bordeaux avec son équipe de foot. C'était du même style. Il fallait voir, les matchs avaient lieu le samedi soir. On voyait les voitures qui venaient de Vendée, du sud de Loire, quoi, de Cholet, tout ça. Et ça montait à la ville. Alors on savait, j'habitais à l'époque Saint-Sébastien sur Loire,
on savait si on avait gagné ou perdu. Si on avait perdu, on voyait les voitures qui repartaient bien vite chez eux. Si on avait gagné, là on ne voyait pas de voiture, on entendait des cris et des cris. Tout le monde était au bistrot pour fêter la victoire. Alors j'ai connu l'ancien tramway qui passait rue de Werther, rue Petite-Bièze, qui allait en ville, qui a été démoli, les rails ont été enlevés. Et j'ai connu aussi le service des boueux, c'est boueux qu'on dit, oui, et qui passait ramasser les ordures avec des voitures à chevaux. Avec le dernier tram, oui, c'était à ce moment-là, je faisais partie du comité des fêtes. Et donc, j'ai organisé le voyage du dernier tram. Ce qui est beau après, c'est qu'on a refait le tram. C'était le passage où les ouvriers allaient travailler au chantier. Ils prenaient la passerelle, ils allaient à pied, à vélo, aller-retour, ils sautaient dedans. On se demande même comment ils ne sont pas. C'était tellement juste. Moi, je suis montée jusqu'en haut de la passerelle, on voyait tout Nantes. À ce moment-là, on n'avait pas des grands bâtiments comme maintenant, c'est vrai, pour voir tout, c'était inimaginable pour nous. Et c'était démoli. Tout a été démoli. Ah oui, on faisait l'école buissonnière. Il y avait moins de monde aujourd'hui à Nantes que, bien sûr, à l'époque, quand j'étais jeune fille. Mais si bien si on voulait sécher, comme on dit, je ne sais pas si on dit ce pareil, maintenant j'en sais rien, mais enfin sécher des cours, en général c'était des cours sans importance, mais qui nous barbaient plus ou moins, les cours de couture, les cours de gymnastique, quand on n'est pas sportif, on s'en fout de la gymnastique. Quand on est jeune, c'est ça. Alors bon, on avait envie d'aller ailleurs, mais ailleurs, on risquait toujours, comme c'était une ville beaucoup plus petite que maintenant, de rencontrer des personnes connues. C'était comme ça. Alors, le seul endroit où on pouvait être tranquille, eh bien, on payait pour monter sur le haut du pont transbordeur. Et là, on faisait la route tranquillement d'un côté d'un autre. Mais enfin, on était tranquille. Il n'y avait pas, comme il fallait en plus payer, puis en plus, les gens qui ont quelque chose à faire, il ne faut pas se balader là. Hein? Alors, là, on était tranquille. Mais qu'est-ce qu'on faisait quand on avait la coqueluche? Eh bien, on emmenait son gosse sur le pont. Parce que le transbordeur, vous savez comment c'est fait, c'est 4 grandes colonnes, un parquet, si on peut dire, enfin, une surface plate, et on montait par l'escalier là, on passait sur le pont, on respirait 10 bons coups, ou je sais pas, ou 15, j'en sais rien, parce que je m'en rappelle plus, et puis vous redescendiez de l'autre côté, et puis de l'autre côté, ben, vous preniez l'escalier de l'autre côté, puis vous repassiez par-dessus, vous respiriez bien fort, et vous étiez guéri de la coqueluche. C'était pas vrai, mais c'était comme ça. Je me rappelle qu'une chose, j'étais furieux d'avoir vu disparaître le pont transbordeur. Ça, je trouvais que c'était idiot. Décide pas. Et puis à ce moment-là, j'étais à l'armée. Et j'avais des gars dans ma section qui étaient des Nantais. Ah ben eux aussi, quand ils avaient appris ça, ils étaient furieux. Hein. Ah ben les bombardements, c'était une catastrophe. Hein. Surtout le deuxième. Parce que les gens, on avait tellement l'habitude des alertes que les gens ne faisaient plus attention. Hein. Ils ont laissé tomber des bombes et malheureusement il y a eu évidemment des morts. Mais moi j'habitais rue de Coulmiers et ça a été la seule maison dans le coin à être sinistrée. J'habitais, c'était derrière la manufacture des tabacs, mais pas loin de la gare.
Et donc il cherchait la gare parce qu'il y avait une grande gare de triage là. Et ils se sont trompés, ils n'ont pas laissé tomber le haut d'un droit. Je peux vous dire que ça fait drôle hein, quand on voit la maison de ses parents, totalement effondrée. Oui, c'est-à-dire il y avait deux sortes d'avions au-dessus de nous. Quand c'était les Anglais, ils passaient pas haut. Ils visaient un objectif et se détachaient, passaient sur l'objectif. Mais quand c'était les Américains, c'était comme un essaim. On les voyait tellement haut, puis ils étaient plus petits, ou je sais pas. Enfin, on les voyait comme un essaim d'abeilles, quoi, qu'on verrait, mais lentement. Hein. Ça faisait un bruit sourd et puis lourd. Alors, je ne sais pas si c'est l'ambiance qu'on avait, mais oh là là, on était ennuyés. On préférait même être dessous parce qu'on savait ce qui se passait. Les bombardements de septembre 1943. Oui, tout le centre de... C'était un tas de débris, quoi. C'était qu'un brasier de boulevard Guisteau, aller jusqu'au pont. Et puis alors il y avait les bombardements, alors là, on entendait les forteresses, puis d'un coup de pont, tout, ils lâchaient leurs bombes, hein. Puis nous on était dessous, hein. Moi les bombes tombaient sur le jardin des plantes, et moi j'avais un sac à main qui est à peu près de cette taille-là, sur la tête, et puis je regardais les avions qui passaient comme ça, je dis est-ce qu'ils vont venir par ici, hein. Oui, j'étais à l'école normale, et puis quand il y a eu le changement de régime, on a fermé l'école normale, et nous qui étions des élèves encore, on a été dispersés pour prendre la place de nos collègues qui étaient prisonniers. Il y avait beaucoup de postes à pourvoir. C'est comme ça que je rentrais, j'avais 18 ans pour ma première classe. À la Libération, il y a eu des femmes qui avaient collaboré avec les Allemands, et puis qui ont été sorties et puis qui ont été tendues à mort. À ce moment-là, il ne faisait pas bon être tendu. Hein. Si vous étiez tendu, une femme tendue, ça voulait dire qu'elle avait collaboré avec les Boches. On disait même pour les Allemands à l'époque avec les Boches. Je m'en allais travailler à pied. Alors je marchais, puis tout d'un coup j'entends du bruit derrière moi. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'était des bottes. Alors les bottes, elles me suivaient derrière. Et puis tout d'un coup le voilà qui s'amène à côté de moi. Promenade, mademoiselle? Regarde en l'air. J'avais guère envie d'aller faire promenade. Hein. Alors il me dit non, non, oui. Oh, moi, pas méchant, non, pas méchant, il avait une arme ici, une arme là, une arme là, une arme là. Tout d'un coup, le voilà qui ralentit. Moi, j'ai senti sa main qui me serrait pas trop fort, alors j'ai mis une clé dans ma main, une clé comme une clé de porte ancienne, vous voyez. Alors, j'ai fait, j'ai lu, qu'est-ce que j'ai fait semblant de tomber, des trucs comme ça. Et puis je me suis ramené ma clé dans son bras. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah,